C'est décembre 1941, 7h48 du matin. Pearl Harbor, Hawaï. C'est un parfait dimanche matin tropical. L'air est chaud, sentant l'eau de mer et l'hibiscus. Le ciel est d'un bleu parfait, impossible. Le long de la bordure et de Ford Island, les titans de la flotte américaine du Pacifique dorment. Ces cuirassés amarrés côte à côte dans les eaux peu profondes et huileuses de Bateship-Ro. Ce sont des monuments d'acier et d'arrogance. L'USS Arizona, l'USS Tennessee, l'USS Maryland, et amarré à l'extérieur du Tennessee se trouve l'USS West Virginia, un mastodonte de 33 000 tonnes, une forteresse de la mer. Au fond de son ventre d'acier, Doris Dory Miller, 22 ans, ramasse le linge. Il est préposé aux messes, 3e classe. Son poste de combat, si le navire entre un jour en guerre, se trouve dans la soute à munitions, sous la ligne de flottaison. Son travail, passer les munitions aux vrais combattants. Ce que Miller ne sait pas, ce que personne ne sait, c'est qu'à 3600 mètres de là, un bombardier torpilleur japonais B-5N, Kate, aligne sa course. Il hurle à seulement 12 mètres au-dessus de l'eau. Sous lui est suspendue une torpille de type 91, un cylindre de 800 kg d'acier, d'explosifs et de génie. Dory Miller n'est pas un artilleur. Il n'est pas un officier de marine. Il n'est pas un stratège. Il est cuisinier de navire. Et dans les 10 minutes qui suivent, il est sur le point de faire quelque chose de si impossible, de si interdit, que cela va briser les règles mêmes de la marine des États-Unis et changer l'histoire navale pour toujours. Pour comprendre ce qui s'est passé ce dimanche sanglant, vous devez d'abord comprendre l'homme qui l'a planifié. L'amiral Isoroku Yamamoto, le commandant en chef de la flotte combinée du Japon. Yamamoto était un joueur, un homme qui comprenait l'Amérique mieux que l'Amérique ne se comprenait elle-même. Il avait étudié à Harvard. Il avait été attaché naval à Washington, D.C. Et il connaissait une terrible vérité. Dans une longue guerre, le Japon ne pouvait pas gagner. La puissance industrielle de l'Amérique était un géant endormi. Si ce géant se réveillait un jour, il écraserait le Japon. Toute la stratégie de Yamamoto reposait sur un pari insensé. Non pas de gagner une longue guerre, mais de gagner toute la guerre. En une seule matinée. Il a proposé un plan si audacieux, si suicidaire que son propre état-major naval l'a qualifié de fou. Un voyage de 6400 km en silence radio à travers le Pacifique nord hostile. Une armada secrète de 6 porte-avions. La Kido butée, pour lancer une attaque surprise et anéantir la flotte américaine du Pacifique en un seul coup dévastateur. Mais il y avait un problème énorme et impossible. Ce n'était pas le voyage de 6400 km. Ce n'était pas le risque d'être découvert. C'était l'eau. C'est là que le consensus des experts a fait défaut aux alliés. Le commandement naval américain à Hawaï était complaisant. Pourquoi? Parce que Pearl Harbor a une profondeur moyenne de seulement 12 mètres. 12 mètres. Une torpille larguée d'un avion en 1941 avait besoin d'au moins 23, souvent 30 mètres d'eau pour plonger, se stabiliser et s'armer. Dans un port de 12 mètres, une torpille standard plongerait simplement tout droit dans la boue. Pearl Harbor, ont déclaré les experts, était à l'épreuve des torpilles. Ils n'avaient pas tenu compte du génie japonais. Pendant des mois, les ingénieurs japonais ont travaillé en secret sur un problème impossible. Ils ont créé ceci, la torpille de type 91 révision 2. C'était un chef-d'œuvre de la mort. Ils ont attaché de petites ailettes en bois, à la queue. Une astuce stupide à $10. Ces ailettes se briseraient à l'impact avec l'eau, mais pas avant d'avoir stabilisé l'angle de la torpille. Ils ont ajouté un deuxième système de contrôle gyroscopique. Le résultat, une torpille qui pouvait s'armer et fonctionner dans seulement 10 mètres d'eau. Une arme construite spécifiquement pour tuer les navires de Pearl Harbor. Les experts de Washington et de Londres se concentraient sur les Philippines, sur la Malaisie. Les experts de Bateship-Ro se préparaient à un dimanche paresseux. Les experts avaient déclaré le port sûr. Et à 6 heures du matin, le 7 décembre, la Kido butée s'est tournée face au vent. 353 avions bombardiers-torpilleurs, bombardiers en piqué et chasseurs zéro, ont décollé des ponts. La première vague, 183 avions, a pointé son nez vers la cible impossible. Au moment exact où ces avions décollaient, Dory Miller se réveillait. Sa journée commençait à 6 heures du matin. Sa première tâche, servir le petit déjeuner dans le mess des officiers. Pour comprendre ce que Dory Miller a fait, vous devez d'abord comprendre ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Vous devez comprendre la marine américaine de 1941. C'était une marine d'hommes blancs, et elle avait un problème massif, systémique et brutal. Dory Miller est né à Waco, au Texas, en 1919.
Fils d'un métayer, il mesurait 1,90 m et pesait 90 kg. Athlète naturel et puissant, il était l'arrière-vedette de son équipe de football au lycée. Il s'est enrôlé dans la marine américaine en 1939 pour voir le monde, pour trouver une vie meilleure. Mais pour un homme noir en 1939, il n'y avait qu'une seule vie. Dans la marine américaine de 1941, les marins noirs n'étaient pas des marins. Ils n'étaient pas autorisés à l'être par une politique officielle écrite. Ils étaient limités à une seule qualification, préposés aux messes ou maîtres d'hôtel. Leurs fonctions officielles: cuisiner la nourriture, faire la vaisselle, servir les repas des officiers blancs, nettoyer leur quartier, cirer leurs chaussures, faire leur lit. Ils étaient, en effet, des valets de chambre flottants. Il leur était interdit par la loi d'occuper des postes de combat. Il leur était interdit de s'entraîner aux armes. Il leur était interdit de devenir artilleurs, mécaniciens ou navigateurs. Soyons absolument clairs. Le consensus des experts de la marine américaine, les amiraux, les architectes, était que des hommes comme Dory Miller étaient incapables de combattre, qu'ils n'avaient ni l'intelligence, ni le courage, ni l'aptitude. On ne leur faisait pas confiance pour tenir une arme. Ils étaient littéralement les gars qui préparaient le petit déjeuner. Et les hommes de l'USS West Virginia. Ils connaissaient Dory Miller. Ils ne le connaissaient pas seulement comme l'homme silencieux qui servait leur café. Ils le connaissaient comme le champion de boxe poids lourd du navire. Dans les combats brutaux à main nue qui se déroulaient sur le pont, Miller avait vaincu tous les hommes qu'il avait défiés. C'était un guerrier contraint d'être un valet de chambre. C'était un fusil enveloppé dans un tablier. Un homme au cœur de lion qui n'était autorisé qu'à ramasser le linge. C'est cet homme qui allait se heurter au grand plan impossible de Yamamoto. 7h48 du matin. Dory Miller est sous les ponts. Certains rapports disent qu'il était dans la buanderie, d'autres dans la cuisine. Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il est au fond du navire, à 4 ponts de profondeur, entouré d'acier, près de la ligne de flottaison. Il est, par définition, dans un piège. Sur la passerelle, bien au-dessus de lui, l'officier de quart, un jeune enseigne, voit quelque chose. Un avion. Étrange. Ce n'est pas un des leurs. Il regarde de plus près. Il voit le cercle rouge sur l'aile, la boulette de viande. Il crie pour l'alarme générale. Il est trop tard. La première vague de bombardiers-torpilleurs est déjà là. Ce ne sont pas des bombardiers de haute altitude. Ils arrivent bas, vite, suicidairement près. Les pilotes japonais, les meilleurs du monde, peuvent voir les visages des marins sur les ponts. Ils visent spécifiquement les cuirassés. À bord de l'USS West Virginia, les premiers klaxons retentissent. Les marins courent, confus. Certains sont encore en pyjama. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Dory Miller entend l'alarme. Il commence à se diriger vers son poste de combat, la soute à munitions, profondément dans le ventre du navire. 7h51, la première torpille de type 91, celle avec les ailettes en bois, percute le flanc bâbord du West Virginia. L'explosion est catastrophique. Elle déchire un trou de 6 mètres dans la coque. Instantanément, des milliers de tonnes d'eau du port, noires d'huile et de saleté, commencent à inonder les ponts inférieurs. Avant même que le navire ne puisse réagir, une deuxième torpille frappe, puis une troisième, une quatrième et une cinquième. La 6e torpille frappe. Celle-ci est différente. Elle percute le gouvernail du navire. Elle met la direction hors service. C'est un coup mortel. En moins de 2 minutes, l'USS West Virginia a été touchée par au moins 7 torpilles. C'est une condamnation à mort. En bas, où se trouve Dory Miller. C'est un enfer noir et hurlant. La force des explosions le projette contre une cloison. Les lumières sont éteintes. Il n'y a que l'obscurité. Et le son d'un océan entier qui se précipite. Le navire, son navire, commence à tanguer. Il chavire. Il meurt. Autour de lui, des hommes sont piégés, se noyant dans le noir. La soute à munitions vers laquelle il courait, elle est déjà sous l'eau. Son poste de combat officiel a disparu. Il est dans une tombe d'acier inondée et sans lumière qui se retourne rapidement. Les experts sont morts. Le système est en flammes. Le cuisinier interdit est seul. Dory Miller est un cuisinier. Il n'est pas un spécialiste du contrôle des avaries, mais c'est aussi un survivant. Il se ferait un chemin dans l'obscurité totale, contre la montée des eaux, contre l'inclinaison du navire. Il connaît ses coursives mieux que quiconque. Il les nettoie, il se déplace au toucher et à la mémoire. Vers le haut, il doit monter. Il débouche sur le pont principal et dans un cauchemar. Le ciel est noir.
Non pas de nuages, mais d'avions. L'air n'est pas de l'air. C'est un enfer hurlant à 1100 degrés de fumée, de cordite et de carburant d'aviation. Des hommes sont en feu. Des hommes sautent des ponts. L'eau elle-même est en feu. L'USS Arizona, amarrée juste derrière eux, vient d'exploser. Une bombe de 450 000 kg a fait exploser sa soute à munitions avant. L'explosion. Une boule de feu de 150 mètres de haut soulève l'Arizona de 33 000 tonnes hors de l'eau. L'onde de choc frappe le West Virginia comme le poing de Dieu. Elle renverse Dory Miller. Il regarde autour de lui. Le chaos. Les canons antiaériens du navire sont silencieux. Pourquoi? Pourquoi personne ne riposte? Les avions japonais ne larguent pas seulement des torpilles. Ils mitraillent maintenant les ponts. Leurs mitrailleuses de 7,7 mm déchirent l'équipage, les experts, en morceaux. Les artilleurs entraînés, les hommes qui étaient autorisés à utiliser les armes, sont morts. Ils sont affalés sur leurs affûts de calibre .50, leurs corps déchiquetés. Les hommes non entraînés, les cuisiniers, les musiciens, les officiers, courent se mettre à l'abri. Le son n'est pas un « pop-pop-pop ». C'est un rugissement assourdissant qui fait trembler les os. Une balle de calibre .50 est un monstre. Elle a la taille du pouce d'un homme. Elle sort du canon à près de 900 mètres par seconde. Elle est conçue pour arracher les moteurs d'avions du ciel. Et Dory Miller, le champion de boxe poids lourd du navire, en tient deux. Il ne connaît rien à la visée d'une cible. Il ne connaît rien à la chute balistique. Il connaît l'instinct. Il sait comment pointer. Et il pointe vers le ciel. Sur les essaims d'avions japonais, les bombardiers en piqué de la deuxième vague qui hurlent maintenant pour achever ce que les torpilles ont commencé. Il pointe le canon et il déchaîne l'enfer. Il ne tire pas par courtes rafales contrôlées comme les experts vous le diraient. Il maintient les gâchettes enfoncées. Il crée un mur de feu, un flux de 1600 cartouches par minute de traceurs, d'incendiaires et de projectiles perforants. Il ne vise pas. Il efface. Il trace une ligne d'acier dans le ciel et dit aux avions japonais « Vous ne pouvez pas passer ». Les autres officiers, les hommes sur la passerelle, regardent en bas et n'en croient pas leurs yeux. C'est le cuisinier, le préposé aux messes, l'homme à qui on a interdit le combat, qui mène maintenant la défense antiaérienne la plus efficace, la seule, sur tout le cuirassé mourant. Les pilotes japonais le voient aussi. Ils sont habitués aux cibles silencieuses et non défendues. Ils ne sont pas habitués à un volcan furieux et ininterrompu de tirs de calibre .50 jaillissant du pont d'un navire qui devrait déjà être au fond de la mer. Il commence à éviter son arc de tir. Son canon, le canon du cuisinier, est devenu la parcelle de terrain la plus dangereuse de Battleship Row. Il tire et il tire pendant 15 minutes. 15 minutes d'affilée sous un mitraillage constant, alors que des bombes explosent autour de lui, alors que son navire gîte, coulant sous ses pieds. Il ne bronche pas. Il ne s'arrête pas. Il ne court pas se mettre à l'abri. Il tire simplement. Il continue de tirer jusqu'à ce que les bandes de munitions soient vides. Il continue de tirer jusqu'à ce que l'eau qui lèche le pont soit si haute qu'elle menace d'inonder sa position. Il continue de tirer jusqu'à ce que le dernier avion dans le ciel ait disparu. Il continue de tirer jusqu'à ce que le seul son qui reste soit le sifflement du feu et les gémissements de son navire mourant. Puis le silence. L'attaque est terminée. Le ciel est vide. Dory Miller lâche les poignets. Ses bras sont engourdis. Ses oreilles bourdonnent. Il est couvert de sueur, d'huile et de cordite. Il regarde autour de lui. La bataille est terminée. Mais le combat pour la vie du West Virginia vient d'être perdu. Le navire est fini. Il a encaissé au total cette torpille, plus que n'importe quel autre navire ce jour-là. Il a encaissé 2 bombes perforantes massives. Le flanc bâbord du navire est une épave déformée et inondée. Le navire gîte de 28 degrés. Il coule rapidement. L'ordre d'abandonner le navire est enfin donné. Le West Virginia. Cette forteresse de 33 000 tonnes n'est plus un navire. C'est une tombe. Il s'enfonce rapidement dans la boue de 12 mètres de profondeur du port. Il ne chavire pas comme l'USS Oklahoma uniquement parce que l'USS Tennessee est amarré à l'intérieur, le maintenant partiellement droit. Dory Miller, son acte interdit accompli, n'est plus qu'un marin. Il aide ses camarades. Il tire des hommes blessés des décombres. Il dirige des hommes, hébétés et saignants, vers les lignes lancées depuis le Tennessee. Il aide à étendre une planche entre les 2 énormes navires. Lui et les autres survivants marchent de leur cuirassé qui coule sur le pont du Tennessee. Il est l'un des derniers hommes à partir. Il regarde en arrière. Sa maison, le navire où il avait boxé, cuisiné et ramassé le linge, a disparu. C'est une carcasse brûlante, fumante, à moitié submergée.
L'eau qui l'entoure est un lac de feu. Et à l'intérieur, toujours piégé dans les ponts inférieurs inondés, se trouvent 106 de ses camarades. 106 hommes qui ne reverront jamais le soleil, y compris l'homme qu'il a essayé de sauver, le capitaine Mervyn Bennion, qui s'est vidé de son sang à son poste sur la passerelle. Le navire coule. L'équipage est massacré. Les experts ont échoué. Le système s'est effondré. Et à ce moment, Dory Miller voit un problème. Non pas les avions, non pas le navire qui coule. Il voit le capitaine Mervyn Bennion. Il est allongé sur la passerelle, son corps mutilé. Un éclat d'obus de l'explosion de l'Arizona lui a ouvert le ventre. Il est mourant et il essaie toujours de commander son navire. Il refuse de partir. L'officier en second du navire, un homme nommé Johnson, court vers Miller. Il ne voit pas un cuisinier. Il voit juste un homme de 90 kg. Un homme fort. « Aidez-moi à déplacer le capitaine » hurle-t-il. La passerelle est exposée. L'air est épais de balles. C'est un suicide. Dory Miller n'hésite pas. Lui et l'officier Johnson courent dans le feu. Ils attrapent leur capitaine mourant. Bennion est à l'agonie, mais il est toujours conscient. « Laissez-moi » ordonne-t-il. « Je suis fini. » Miller l'ignore. Il est le champion poids lourd du navire. Il soulève doucement le capitaine, un homme à qui il avait probablement servi du café le matin même, et il le porte. Il le porte hors du feu, vers un endroit relativement sûr. Il a fait son devoir. Il a sauvé son capitaine des flammes. Il aurait pu s'arrêter. Personne ne l'aurait blâmé. Il aurait pu trouver un radeau de sauvetage. Il aurait pu sauter par-dessus bord. Il n'était, après tout, qu'un cuisinier. Mais Dory Miller n'a pas fini. Il a sauvé son capitaine. Mais les avions reviennent. Il mitraille encore, tue encore ses camarades. Et les canons sont toujours silencieux. Il regarde le ciel en feu. Il regarde les artilleurs morts. Et il regarde les canons. 2 mitrailleuses antiaériennes, Browning de calibre .50 montées sur le pont. Silencieuses. En attente. Une arme qui lui est interdit de toucher. Une machine qui n'a jamais été entraînée à tirer. Un rôle. Ses experts lui ont dit qu'il n'était pas apte à l'exercer. Il regarde le canon. Il court. Il court devant les artilleurs morts. Il saute par-dessus l'acier tordu, il se met derrière les mitrailleuses Browning de calibre .50 jumelées, un système d'armes pesant plus de 60 kg. Une machine complexe à alimentation par bande, refroidie par air, conçue pour tirer 800 cartouches par minute. Une arme, il faut le rappeler, sur laquelle il n'avait jamais été entraîné. Il n'est pas un artilleur. Il n'a aucune idée de comment la charger. Il n'a aucune idée de comment viser. Il sait juste qu'elle doit tirer. Un jeune officier, l'enseigne Fred White, se trouve à proximité. Il voit Miller. Il ne voit pas un cuisinier. Il voit une paire de mains fortes. « Pouvez-vous tirer avec ça ?» hurle White par-dessus le vacarme. Miller est honnête. « Non, monsieur. Mais je peux apprendre. » White hurle en retour. « Je la chargerai. Vous la tirez. » C'est le moment où le système d'experts se brise. Les règles ont disparu. La politique est en flammes. Il n'y a plus de cuisiniers et d'artilleurs. Il n'y a que les vivants et les morts. White et un autre marin, ils parviennent à faire entrer les bandes de munitions dans les canons. Miller saisit les poignets. Il appuie sur la gâchette. Et pour la première fois, l'USS West Virginia riposte. L'attaque de Pearl Harbor, le pari impossible de Yamamoto, est terminée. En seulement 90 minutes, les Japonais ont gagné. C'est la victoire navale la plus grande et la plus dévastatrice de l'histoire moderne. 2403 Américains sont morts. 1178 sont blessés. 18 navires, dont les 7 cuirassés de Battleship Row, sont coulés ou paralysés. La flotte américaine du Pacifique, le géant endormi, a été décapité dans son lit. Les experts de Washington sont sous le choc. Les experts de Pearl Harbor sont en ruine. Le système, le plan, le consensus des experts qui a déclaré Pearl Harbor sera complètement échoué. Et au milieu de cet échec catastrophique, au milieu de ce cauchemar national, un nouveau problème se prépare. Une histoire, une légende, l'histoire du cuisinier qui a manœuvré un canon. Dans les jours chaotiques qui ont suivi l'attaque, alors que la fumée se dissipait, alors que la marine essayait de comprendre ce qui venait de se passer, les rapports ont commencé à affluer. Les survivants du West Virginia, les officiers, les marins, racontaient tous la même histoire impossible. L'histoire de Dory Miller. Ils parlent de la façon dont il a sauvé le capitaine. Ils parlent de la façon dont lui, un préposé aux messes, sans entraînement, a tiré avec une mitrailleuse de calibre .50.
Et il parle des avions japonais qu'il a abattus. Combien? Les rapports sont frénétiques. Certains disent avoir vu en toucher 2. D'autres jurent que c'était 4. Certains ont affirmé que c'était jusqu'à 6. Nous ne connaîtrons jamais le nombre exact. Le chaos de ce matin, la fumée, le feu, les 1600 cartouches par minute ont rendu impossible la confirmation. Mais la marine américaine, dans son rapport après action officielle, déclara plus tard en noir et blanc que Dory Miller a tiré avec le canon avec une efficacité marquée et est crédité d'avoir abattu au moins 2 et peut-être jusqu'à 6 avions ennemis. Soyons clairs, même un seul avion est un miracle. Des artilleurs entraînés, un bon jour, avec une plateforme stable, auraient de la chance d'en toucher un. Un cuisinier, sur un navire qui coule, sous un feu constant. En toucher un seul n'est pas seulement improbable, c'est impossible. Et maintenant, la marine des États-Unis, la même organisation qui a dit à Miller qu'il n'était apte qu'à servir du café, avait un énorme problème politique et de relations publiques. Que faire d'un héros qui n'était jamais censé en être un? Que faire lorsque votre plus grand héros de votre plus grande défaite est le seul homme que tout votre système était conçu pour ignorer? La marine, les experts, les amiraux ont dû faire un choix. C'était une guerre pour les cœurs et les esprits. L'Amérique était brisée, vaincue, humiliée. Le public était désespéré d'avoir un héros, une bonne histoire d'une journée de désastre total. Et la marine en avait une. Le problème? Il était noir, dans une Amérique ségrégationniste et raciste en guerre. L'histoire de Dory Miller n'était pas une histoire. C'était une bombe. Le consensus des experts de 1941, politique, militaire, était que vous ne deviez pas dire au public américain qu'un homme noir, un cuisinier, était le héros de Pearl Harbor. Cela briserait le système. Cela bouleverserait l'ordre social. Cela, soutenait-il, détruirait le moral des troupes blanches. Et c'est ainsi que les experts ont pris une décision. Les mêmes experts qui ont déclaré Pearl Harbor sûr. Ils ont décidé d'enterrer l'histoire. Ils ont décidé de faire disparaître Dory Miller. Les premiers rapports initiaux ont loué un marin anonyme, un préposé aux messes nègres, dont la bravoure a été notée, mais dont l'identité a été gardée secrète. Pendant des mois, la marine a refusé de le nommer. Ils ont loué les héros. Ils ont listé les morts. Mais Dory Miller, l'homme qui a réellement riposté, a été effacé. Il était un héros interdit. Son acte était trop insensé, trop impossible pour que les experts puissent le gérer. Il pensait pouvoir contrôler le récit. Il pensait pouvoir simplement passer à autre chose. Il n'avait pas tenu compte du pouvoir de la vérité. Et il n'avait certainement pas tenu compte de la presse noire. Une organisation appelée le Pittsburgh Courier, un journal de la communauté noire, a eu vent de l'histoire. Un héros nègre anonyme. Ils ont envoyé un journaliste, un homme nommé Frank Bolden, et il a commencé à creuser. Il a commencé à poser la seule question à laquelle la marine ne voulait pas répondre. Quel est son nom? No, no, no. Le système expert de la marine avait survécu aux torpilles japonaises. Mais il était sur le point de se heurter à une force impossible. Il ne pouvait pas vaincre un décrocheur scolaire qui était devenu une légende, et une presse qui était sur le point de déchaîner une tempête. Le Pittsburgh Courier n'était pas seulement un journal. C'était une arme, et elle était pointée directement sur le consensus des experts de la marine américaine. La marine a fait de l'obstruction. Ils ont refusé de commenter. Ils ont classifié les rapports. Ils espéraient que l'histoire mourrait. Mais le courrier, dirigé par son rédacteur en chef, Percival Prati, n'a pas lâché l'affaire. Ils ont été rejoints par la NAACP, l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur. Le secrétaire exécutif de la NAACP, Walter White, un homme qui pouvait passer pour blanc et qu'il avait utilisé pour enquêter sur les lynchages dans le Sud, a maintenant tourné tout son pouvoir d'enquête sur la marine américaine. La pression a augmenté. De la part de la presse, des leaders des droits civiques, des sénateurs. L'histoire du héros nègre anonyme devenait une honte nationale. Les experts de Washington avaient une guerre à mener. Ils n'avaient pas le temps pour un problème social. Mais l'histoire était maintenant trop grosse pour être enterrée. Le système d'experts de la marine, construit sur un siècle de préjugés, ne pouvait pas tenir. Il avait survécu aux torpilles japonaises. Il ne pouvait pas survivre à la vérité. Le 14 mars 1942, 3 mois après l'attaque, la marine a finalement capitulé. Ils ont publié le nom Dory Miller, préposé aux messes, 3e classe. L'histoire a explosé. Dans la communauté noire, Dory Miller est devenu une légende, un héros populaire.
C'était un John Henry de la vie réelle, un homme d'une force impossible qui avait combattu la machine. C'était l'homme qui a prouvé qu'ils n'étaient pas seulement aptes à servir, ils étaient aptes à se battre. La marine, maintenant confrontée à un raz-de-marée de relations publiques, a dû prendre une deuxième décision, encore plus impossible. Les experts de Washington, les politiciens, avaient échoué. Alors les experts sur le terrain ont pris le relais. L'amiral Chester Nimitz, le nouveau commandant en chef de la flotte du Pacifique, l'homme qui avait remplacé le commandement défaillant. Nimitz n'était pas un politicien. C'était un guerrier et il reconnaissait un héros quand il en voyait un. Le 27 mai 1942. Le lieu, le pont d'envol du porte-avions USS Enterprise. Le contexte, ce n'était pas seulement une cérémonie. L'Enterprise était à quelques jours de naviguer vers la bataille navale la plus critique de l'histoire. La bataille de Midway. Le navire était un nid de frelons d'activité. Les pilotes étaient briefés. Les moteurs étaient réglés. La guerre, la vraie guerre, ne tenait qu'à un fil. Et au milieu de cette tension d'avant-bataille à enjeux élevés, l'amiral Nimitz a mis la guerre en pause. Il a organisé une cérémonie et il a appelé le préposé aux messes Dory Miller. La presse a été invitée. Les caméras tournaient. C'était la reddition des experts de la marine. Nimitz, l'amiral le plus puissant du Pacifique, se tenait devant le cuisinier de 22 ans et il a personnellement épinglé la croix de la marine sur la poitrine de Miller. Soyons absolument clairs sur ce qu'est la croix de la marine. C'est la deuxième plus haute décoration pour la bravoure dans la marine des États-Unis, juste après la médaille d'honneur. Elle est décernée pour héroïsme extraordinaire au combat. Et ce jour-là, c'était la première croix de la marine décernée pour héroïsme pendant la Seconde Guerre mondiale, décernée à un cuisinier, décernée à un homme noir, par le commandant en chef lui-même. La citation disait « Pour un dévouement distingué au devoir, un courage extraordinaire et un mépris de sa propre sécurité personnelle ». En un instant, l'amiral Nimitz, un homme qui comprenait le système, l'avait brisé. Il avait officiellement et publiquement déclaré que l'acte interdit était un acte d'héroïsme extraordinaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dory Miller était maintenant l'homme noir le plus célèbre d'Amérique. C'était une superstar. Les experts de Washington, ceux qui avaient essayé de l'enterrer, voyaient maintenant sa valeur. Il a été retiré du service en mer. Il a été renvoyé en Amérique. Et il a été envoyé en tournée de bons de guerre. C'était le consensus des experts de la marine en action à nouveau. Ils avaient un problème. Le moral des Noirs américains était au plus bas. Pourquoi, demandait-il, devrions-nous nous battre pour un pays qui nous traite comme des citoyens de seconde zone? Pourquoi devrions-nous acheter des bombes pour une marine qui ne nous laissera être que des valets de chambre? Les experts avaient besoin d'un symbole, et Dory Miller était le symbole parfait. Il a été mis sur des affiches. Il a défilé dans les villes, New York, Chicago, sa maison à Waco, au Texas. Il a prononcé des discours encourageant les Noirs américains à acheter des bons de guerre, à s'engager dans une marine qui ne les laisserait encore être que des cuisiniers. C'était l'ironie tragique. Dory Miller était un héros national qui détenait la croix de la marine, et il était toujours un préposé aux messes. Les experts lui avaient donné une médaille, mais il n'avait pas changé sa description de poste. C'était un héros en cage. C'était un guerrier, contraint une fois de plus d'être un symbole. Mais son acte interdit avait fait quelque chose que les experts ne pourraient jamais reprendre. En raison de l'effet Dory Miller, en raison de la pression publique massive qu'il avait créée, la marine, la même année, 1942, a finalement ouvert d'autres qualifications. Pour la première fois, les marins noirs ont été autorisés à s'entraîner comme artilleurs, comme mécaniciens, comme opérateurs radio. Dory Miller, le cuisinier, n'avait pas seulement tiré avec un fusil. Il avait tiré la balle qui a commencé la fin de la ségrégation dans la marine américaine. C'était son véritable héritage impossible. Miller détestait la tournée des bons de guerre. Il n'était pas un politicien. Il n'était pas un symbole. Il était un marin. Il était un guerrier. Et ses amis, ses camarades, étaient toujours là-bas, en train de se battre. Il a demandé, il a exigé d'être renvoyé en mer, de retourner à la guerre. En 1943, les experts ont finalement accepté. Sa valeur en tant que symbole s'estompait. La guerre avait besoin de combattants. Il a été affecté à un nouveau navire. Ce n'était pas un puissant cuirassé. C'était un petit porte-avions plat, un porte-avions d'escorte à l'USS Lipscomb Bay. Ces navires étaient les bêtes de somme du Pacifique. Ils étaient petits, rapides et, comme il s'est avéré, extrêmement vulnérables. Ils étaient construits sur des coques de navires marchands. Ils n'étaient pas blindés comme un cuirassé. C'était
En effet, des réservoirs de carburant flottants transportant des bombes. Dory Miller était maintenant une célébrité parmi le nouvel équipage. Il avait été promu. Il était maintenant cuisinier de 3e classe. Son poste de combat se trouvait dans la soute à munitions. Il était une fois de plus l'homme qui passait les munitions aux artilleurs, le travail qu'il avait essayé de faire à Pearl Harbor. En novembre 1943, le Liscombe se trouvait dans les îles Gilbert, soutenant l'invasion brutale et sanglante de Tarawa. C'était l'opération galvanique. Le travail du Liscombe était de fournir une couverture aérienne aux marines qui mouraient sur les plages. C'était une mission à enjeux élevés et à haut risque. Le navire faisait partie d'un groupe opérationnel entouré de destroyers. Le consensus des experts était qu'ils étaient en sécurité, protégés. Mais les experts n'avaient une fois de plus pas tenu compte de l'ennemi. 4h30 du matin. 24 novembre 1943. Thanksgiving. Il fait nuit noire. La mer est calme. Un seul sous-marin japonais, le I-175, est à la chasse. Le I-175 est un sous-marin de flotte ultramoderne. Son commandant, Tadashi Inada, est un tueur expérimenté et patient. Depuis des heures, il traque le groupe opérationnel américain. Il pénètre l'écran de destroyer, un exploit impossible. Il est maintenant à l'intérieur de l'anneau de protection des navires de guerre. Il lève son périscope et il voit une cible parfaite. La silhouette d'un porte-avions contre la lumière d'avant l'aube. L'USS Liscombe. Le commandant Inada ne tire pas une torpille. Il tire une salve. 4 torpilles de type 95. Les variantes mortelles à oxygène, les longs lances, sautent de leur tube et foncent vers le porte-avions. Elles sont silencieuses. Elles ne laissent pas de sillage. À bord du Liscombe, le klaxon du branle-bas de combat vient de retentir. Non pas à cause des torpilles, mais parce qu'il est 5h55 du matin, l'heure de la patrouille de l'aube. Des avions sont armés sur le pont d'envol. Des bombes sont déplacées. Des conduites de carburant sont en marche. Le navire est à cet instant précis une bombe de 10 000 tonnes. Dory Miller est à son poste, au fond du navire, dans la soute à munitions, entouré d'explosifs. 5h13, un guetteur sur le cuirassé USS New Mexico voit un scintillement, une ombre dans l'eau. Il crie « Sillage de torpilles ». Mais ce n'est pas pour son navire. C'est pour le Liscombe. Une seule torpille, l'une des 4, percute le flanc tribord du Liscombe, juste derrière la salle des machines. Elle frappe le seul endroit qui garantit la mort. La soute à bombe des avions. L'endroit exact où Dory Miller est stationné. L'impossible s'est à nouveau produit. Le Liscombe n'a pas coulé. Il s'est évaporé. Le navire n'a pas eu le temps de brûler. L'ensemble du navire de 10 000 tonnes a explosé dans une seule boule de feu catastrophique et aveuglante. Une colonne de feu, de fumée et d'acier a jailli à 300 mètres dans les airs. L'explosion a été si violente que des hommes sur des navires à des kilomètres de là ont été projetés à terre. Il a plu des débris et des hommes. Sur les ponts de l'USS New Mexico, un cuirassé à 4500 mètres de là. Le propre commandant du groupe opérationnel du navire, l'amiral Slough McCain, a été si violemment secoué qu'il a cru que son navire avait été touché. Quand la fumée s'est dissipée, il n'y avait rien, juste un trou dans l'océan. Le Liscombe avait disparu. Il avait été réduit en 1 million de morceaux. Il a fallu 23 minutes pour que le dernier fragment brûlant de la poupe disparaisse sous les vagues. 644 marins partis en un instant, y compris le champion de boxe poids lourd du navire, le héros de Pearl Harbor, l'homme qui n'était apte qu'à servir du café. Dory Miller a été tué au combat. Son corps n'a jamais été retrouvé. Après la guerre, les experts, les amiraux, les historiens ont dû écrire l'histoire de la marine américaine et ne pouvaient plus effacer le cuisinier. Son acte interdit faisait maintenant partie intégrante de l'histoire. En 1973, la marine des États-Unis a mis en service un nouveau navire de guerre, une frégate de 4100 tonnes. Ils auraient pu le nommer d'après n'importe quel amiral, n'importe quel expert. Au lieu de cela, ils l'ont nommé l'USS Miller. Un navire de guerre nommé en l'honneur de l'homme à qui on avait un jour interdit de toucher à une arme. Et le consensus des experts a finalement complètement volé en éclats. En 2001, la marine a mis en service l'USS Dory Miller, un navire d'assaut amphibie de classe WASP. En 2020, la marine a annoncé l'acte impossible ultime. Le prochain porte-avions de la classe Gerald R. Ford, le navire le plus puissant, le plus avancé, le plus cher de l'histoire de l'humanité. Un super porte-avions à propulsion nucléaire de 13 milliards de dollars sera nommé l'USS Dory Miller. Le premier super porte-avions de l'histoire à être nommé en l'honneur d'un marin enrôlé. Le premier à être nommé en l'honneur d'un Afro-Américain.
Thomas Lawson, le cuisinier de notre dernière histoire, a eu une idée folle qui a résolu un problème d'ingénierie impossible. Il a sauvé 4200 hommes. Dory Miller a commis un acte interdit. Il n'a pas résolu un problème d'ingénierie. Il en a résolu un humain. Il a prouvé à une nation et au monde que le consensus des experts était faux. Il a prouvé que le courage ne se soucie pas de votre grade. Il ne se soucie pas de votre entraînement. Et il ne se soucie certainement pas de la couleur de votre peau. Parfois, la différence entre la défaite et la victoire n'est pas une nouvelle technologie. C'est une personne qui remarque ce que les experts ont manqué et qui a le courage de faire la seule chose que tout le monde a dit être interdite. Ce n'est pas seulement une histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire sur la contestation du système. Dites-nous dans les commentaires quel a été l'acte le plus impossible de Dory Miller, manœuvrer le canon ou briser le système qui a essayé de l'arrêter. Vos opinions sont essentielles pour cette chaîne. Si vous avez apprécié ce morceau d'histoire cachée, faites-nous une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime ». Et pour plus d'histoires interdites que les experts ont essayé d'enterrer, abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons l'armée fantôme qui a trompé Hitler en plein jour.